Merci, merci. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue au nom de la FNTC ce soir pour profiter de l'avènement de ce nouveau guide juridique. Alors moi, je ne l'appelle pas véritablement guide juridique. Pour moi, c'est de la Bible de survie dans le monde numérique, désormais, dans sa 6e ou 7e édition. Je vous invite à participer à un moment rare, c'est celui-là, c'est donc la possibilité de partager ce Vademecum. Un moment rare à plusieurs titres, parce que bien évidemment, on aura la contribution du cabinet Caprioli, qui est la cheville ouvrière de ce Guy Vademecum juridique, mais aussi, et très accessoirement, pour bénéficier de cet environnement assez exceptionnel, au 22e étage de la Maison de la Radio. Moment rare et exceptionnel à divers titres, puisque nous avons un temps superbe qui vous permettra de profiter aussi de la terrasse. Et puis également, nous avons la chance de ne pas avoir de grève. Donc voilà, ça vous permet de venir nombreux suivre les développements du cabinet Caprioli. Alors, je vais me permettre, d'abord, je vous présenter les différents intervenants rapidement. Ils se présenteront peut-être un peu mieux eux-mêmes dans quelques instants. Nous avons donc les avocats associés du cabinet Caprioli. Je vais citer d'abord le premier d'entre eux, évidemment, même si dans l'ordre de gauche à droite, c'est Pascal Agossi, bien, c'est maître Éric Caprioli, que je salue bien évidemment et que je remercie encore une fois d'avoir, avec ses associés, réalisé ce merveilleux guide. Nous avons ensuite maître Anne Cantero. Alors c'est un travail de famille. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment un travail de famille. Nous avons Isabelle Cantero également, qui participe à des travaux de la FNTC, évidemment, chacun d'entre eux à leur titre. Et puis aussi le brillant, l'excellentissime Pascal Agosti, qui participe beaucoup, qui est un élément essentiel de la FNTC et qui participe à beaucoup de groupes de travail. J'y reviendrai dans quelques instants. Merci à eux, je leur donnerai la parole dans quelques secondes. Je vais me permettre, si vous m'accordez quelques secondes, de vous présenter la FNTC pour ceux qui ne la connaissent pas. J'aimerais simplement faire un petit rappel de ce qu'est la FNTC, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle sera. Alors la FNTC, c'est une institution qui a été créée en 2001 à l'aune de la loi du 13 mars 2000, qui a été, vous le savez, la première brique qui a permis d'inscrire la dématérialisation à l'époque, qui est devenue la digitalisation dans le monde du droit. Et c'est cette première brique qui a permis aujourd'hui tous les développements auxquels on peut assister et qui sont repris dans ce Vademecum. Donc la loi du 13 mars 2000 qui a été l'occasion de créer cette fédération, cette institution. Alors, qui est derrière cette fédération ? Eh bien, cette fédération rassemble 160 adhérents qui viennent de mondes très variés. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de la fédération. C'est justement qu'elle a cette vocation à agréger différentes typologies de structures, de sociétés, d'individus qui gravitent autour de la confiance. Alors la confiance, évidemment, la confiance numérique, évidemment, puisque c'est pour cela, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais également, et c'est vraiment une spécificité, c'est aussi la possibilité d'agréger des institutions du monde de la confiance, dans le monde réel, voilà, et qui ont une vue et un détachement plus important. Alors, je m'explique, quand je dis le monde réel, les acteurs de la confiance dans le monde réel, eh bien, ceux qu'on pouvait qualifier d'institutions de confiance, c'est-à-dire les professions réglementées, par exemple, les experts comptables, les greffiers de commerce, voilà, ou alors aussi les huissiers de justice, puisque je vais parler de moi, parce que j'en suis un, donc, ou un commissaire de justice, donc c'est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. Ces acteurs de la confiance traditionnelle qui sont amenés à se pencher sur la confiance numérique et confronter leurs idées avec les acteurs de
de la technologie numérique. Voilà. Et c'est ce qui fait toute la richesse, à mon sens, aujourd'hui, de la FNTC. Cette confrontation de points de vue qui permet de prendre un peu de hauteur et dégager un certain nombre d'idées, de réflexions intéressantes pour le devenir de notre monde juridique. Alors, dans la fédération, les membres de notre fédération, vous les voyez, de toute nature, des éditeurs de logiciels. Alors, ils se répartissent en plusieurs collèges en fonction de leur origine, on va dire. Donc, des éditeurs de logiciels, prestataires de services, des experts et techniques et juridiques. Alors, le cabinet Caprioli en est le représentant, évidemment. Des professions réglementées, c'est celle que je viens de citer il y a quelques secondes. Des institutions, la Caisse des dépôts et consignations, pardon, excusez-moi, la Caisse des dépôts ou l'Imprimerie nationale. Voilà. Donc, des startups de plus en plus nombreuses qui viennent nous voir pour justement bénéficier de notre expertise et pouvoir élargir leurs horizons et se faire connaître à l'égard des autres acteurs de notre fédération, et puis également des utilisateurs, alors essentiellement des banques qui aujourd'hui sont membres de la FNTC. Voilà. Donc vous voyez, c'est très éclectique, et c'est encore une fois ce qui fait la richesse de notre institution, la FNTC. Donc, au sein de la FNTC, on fait plusieurs choses. On a vocation aujourd'hui à organiser des groupes de travail sur différentes thématiques qui tournent autour du monde du numérique, évidemment. Des groupes de travail qui sont repris ici, que vous trouvez donc, à travers l'archivage électronique. Le nouveau GT qui va commencer très prochainement sur un sujet d'envergure, qui va être très engageant, et vous le savez tous, dans très peu de temps, avec la version 2 du règlement IDAS, l'identité numérique, on ne peut pas, qui va bouleverser notre paysage, ça c'est clair. Enfin, moi, c'est mon sentiment, on en parlait encore il y a quelques secondes, c'est véritablement, pour moi, mais je dirais même plus qu'un bouleversement, pour moi, ça serait une vraie révolution dans le monde de nos rapports numériques. Voilà. Parcours du consentement, RGPD, je salue Isabelle, la représentante qui manage le groupe RGPD, blockchain, voilà, e-santé, e-finance et KYC. Donc voilà les principaux groupes de travail organisés par la fédération. Alors, en complément de ces réflexions à travers ces groupes de travail, eh bien, nous avons différentes actions, enfin différentes manifestations de nos actions. Bien, la première, vous la voyez, évidemment, c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir. C'est la publication, et en l'occurrence récurrente, pour ce qui nous concerne ce soir, du Vademecum, mais il y en existe d'autres, il y en a une vingtaine aujourd'hui, de guides de bonnes pratiques, qui sont le fruit des réflexions, la plupart du temps, des groupes de travail, et qui sont à votre disposition et que vous pourrez retrouver sur le site de l'FNTC. Donc ça peut être des guides sur la signature électronique, l'archivage électronique, toutes sortes de thématiques qui tournent autour de des thèmes qui sont l'objet principalement des groupes de travail. Voilà. Nous participons également à la normalisation au sein de l'AFNOR et de l'ISO, sur les thématiques, par exemple, sur l'archivage électronique notamment. Nous organisons également régulièrement, mais ça vous pourrez le retrouver sur le réseau LinkedIn. Si vous vous abonnez au profil de la FNTC, vous retrouverez l'ensemble de l'actualité de la FNTC et l'ensemble des manifestations, y compris les webinaires qui sont organisés par la FNTC. Également, au titre des actions que nous menons, les consultations par les pouvoirs publics, dialogue avec les pouvoirs publics, ce sont souvent et régulièrement, on a 2 exemples récents de demandes qui sont formulées par les pouvoirs publics à l'occasion de projets bien souvent réglementaires, de décrets ou d'arrêtés, sur des thématiques très particulières. Par exemple, les 2 derniers, c'était sur la mobilité, avec la loi mobilité et la récupération des données de mobilité. Donc on nous a demandé notre avis, en quelque sorte, sur la façon de pouvoir récupérer ces données de mobilité. Et puis aussi dernièrement, rappelle-moi Pascal, pardon ?
Oui, la DGFiP, voilà. Le dernier, c'était la DGFiP relativement à la conservation des données dans le cadre de l'envoi des... Non, pas la... Enfin, facture électronique, c'est un autre sujet, mais la conservation de la réponse aux appels d'offres. Parce qu'il y a, il y a une modification, il y a un texte qui va paraître qui prévoit l'obligation d'envoi d'une conservation d'une copie de la réponse à l'appel d'offres sécurisée. Et nous avons été consultés pour mettre en œuvre, pour proposer des solutions relativement à cette conservation fiable et sécurisée et cette transmission plutôt de cette copie de sauvegarde de la réponse à l'appel d'offres dans le cadre des marchés publics, évidemment. Et puis, évidemment, il y a aussi le dialogue, mais est-ce qu'on peut appeler ça un dialogue? Je ne suis pas convaincu que le terme soit bien adapté avec la DGFiP relativement à la facture électronique et tout particulièrement dans son volet archivage. Parce que nos membres ont des inquiétudes aujourd'hui sur cet aspect archivage qui est propre archivage. Alors le terme n'est pas utilisé aujourd'hui par la DGFiP puisqu'il parle de conservation de la facture électronique dans la PPF. Voilà, on a quelques inquiétudes, donc on est en relation régulière avec la DGFiP sur ce sujet. Je reviens en interne. Et donc j'aurais terminé mon avant-propos, mon introduction, et je vous remercie de votre attention. Et je vais céder la parole à Maître Eric Caprioli pour la présentation du Vademecum. Merci à tous. Merci beaucoup Jean-François. Je crois qu'il faut juste appuyer en haut. Au milieu, ok. Et si tu veux revenir en arrière, c'est à droite. Donc, présentation du Vademecum, avec en introduction une petite définition qui essaie d'appréhender quelque chose qui est de plus en plus difficile à appréhender, c'est-à-dire la génération d'un document ou des flux documentaires et qui sont transmis et sur lesquels on va appliquer documents, flux et autres, tout en essayant de conserver leur valeur juridique initiale. Parce que ce n'est pas toujours simple de conserver cette valeur. Et pour nous, juristes, mais aussi pour les magistrats, aussi pour les autorités indépendantes, type CNIL, AMF ou tout ce que vous voulez, il est important de conserver la valeur juridique que l'on a initialement. Parce que si on a un litige, un contentieux, un conflit, eh bien, il faut pouvoir arguer de ce que l'on détient. Et si on a un contrôle, bien évidemment, il faut être dans les clous. Et il faut que cette valeur soit équivalente, puisqu'on a toujours fonctionné sur cette notion-là, la notion d'équivalence fonctionnelle avec le papier. Le document digital doit être le reflet de ce qui existe déjà dans l'univers papier. Alors aujourd'hui, on a la présence de la digitalisation dans tous les pans de la société. On le voit tous les jours, nous qui faisons de la veille pour nos clients, qui faisons toute une série de choses, puisqu'on est ce qu'on appelle un cabinet de niche, même si on fait de l'informatique, de l'IT et de l'IP, de la propriété intellectuelle, eh bien, malgré la niche, on a un spectre très large. Et le spectre, vous allez le voir, va de ce qu'on appelle, nous, le droit public, jusqu'au droit privé, en passant par des quantités d'autres éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on puisse faire? C'est mettre en place une politique de digital by design, un petit peu pour reprendre l'expression de la CNIL en matière de privacy. Mais pourquoi pas le digital by design? Et donc, notre idée, c'était pour cette 9e édition de mettre à jour le Vademecum avec de nombreuses nouveautés. Et les nouveautés, pour ceux qui avaient déjà les versions précédentes, on est parti d'un petit fascicule pour aller vers une espèce de que sais-je, et maintenant on a une espèce de brique. Bon, je vous assure qu'on aura certainement un beau pavé encore plus gros dans 2 ans. Oui, peut-être un annuaire, mais j'espère pas, parce que c'est quand même beaucoup de travail et avec beaucoup de nouveautés. Maintenant,
je vais vers où? Voilà. Voilà, donc les nouveautés, on fait du droit. Hein. Donc dans la sphère privée, dans la sphère publique, dans les services de confiance et l'identité, notamment par rapport au règlement IDAS, avec une petite incise sur IDAS 2, même si IDAS 2, je vous le rappelle, n'est pas encore stabilisé. Vous avez certainement la version de fin novembre 2022 pour ceux qui s'y intéressent, mais il y a d'autres versions, notamment, qui sont passées dans le cadre des nouvelles discussions du trilogue. Et puis enfin, la protection des données à caractère personnel qu'on a intégrée déjà la fois précédente, parce que c'est une donne que l'on ne peut omettre quand on est prestataire de services de confiance, quand on est acteur de la confiance. Toutes ces histoires qui viennent percuter la data, la percute pour des quantités de choses, là, que ce soit la compliance, la conformité, mais ça peut aussi être dans le cadre des transferts de données, parce qu'il suffit de transférer vers un État qui n'est pas européen, au sens de l'UE, Monaco, le Maroc, la Tunisie et d'autres, hein, j'en cite que 3, hein, mais on en a beaucoup d'autres. Et donc, ça va être toujours une préoccupation sur laquelle on ne pourra pas faire une impasse. Donc, on a réparti le travail entre tous les quatre, parce que nous sommes j'allais dire, les chevilles ouvrières de ceux qui ont mis à jour et même conçu le Vademecum à l'origine, et puis qu'on a toujours alimenté. Isabelle a fait la partie données personnelles, Anne a fait la partie sphère publique, pas que, mais aussi et surtout, puisqu'elle a entièrement refondu. Et la sphère publique, je ne sais pas si vous vous intéressez à la commande publique, par exemple, ou un certain nombre de domaines, eh bien, ça se complexifie, et c'est de plus en plus étoffé. Pascal a travaillé, bien évidemment, sur le règlement IDAS, mais aussi sur la sphère privée. Moi, j'ai travaillé, j'allais dire, j'ai saupoudré un peu partout, mais je n'ai pas fait grand-chose. J'ai surtout coordonné, parce que c'est toujours le plus ancien qui en fait le moins. Mais pourquoi il en fait le moins? Mais parce qu'il est censé avoir le plus d'expérience. D'ailleurs, on en perd non pas son latin, mais ses cheveux. C'est juste pour prendre l'exemple et un petit clin d'œil à mes amis chauves de l'assistance. Oui, moi, je suis bientôt décapité, hein, par rapport à ça. Non, mais ce qui est important, c'est d'abord, pour faire un travail comme ça, c'est la passion du droit, la passion du numérique, et puis aussi la passion qu'on a dans notre travail, parce que ce sont des choses qu'on fait depuis longtemps. Moi, j'ai commencé la démat en 1984, vous voyez, une année symbolique, quand j'étais à l'époque en DEA. Bon, on commence par quelque chose qui va vous percuter de plus en plus. L'extension du domaine de la digitalisation, notamment le droit des sûretés. C'est quoi qui va apparaître le plus? Le cautionnement. Vous devez être caution de votre progéniture pour obtenir, parce que moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, un appartement. Ben, vous serez caution, sauf que vous allez pouvoir la faire par voie dématérialisée. Ça, c'est dans le cadre, j'allais dire, le plus général. Mais on peut aussi avoir des cautionnements commerciaux qui n'étaient pas forcément exclus avant. Maintenant, ça va se développer de plus en plus. Mais la caution, c'est un acte qui est régulièrement et traditionnellement utilisé. On va pouvoir les dématérialiser. J'ai cité le gage. Pourquoi? Parce que dans le droit commercial, le gage est souvent, le gage automobile par exemple, quand on fait de la dématérialisation de financement et d'acquisition de véhicules automobiles, eh bien, on peut avoir un gage dématérialisé aujourd'hui. On ne pouvait pas avant. Maintenant, on va pouvoir avoir un gage dématérialisé. Donc, on va avoir des quantités d'éléments. On a fait juste une petite chose. On a supprimé un alinéa d'un article 1175. Vous le voyez, il est barré. Avant, on ne pouvait pas dématérialiser, sauf à passer par un acte notarié. Parce que ça ne visait que les actes sous. Maintenant, c'est le nouveau terme que je n'aime pas, mais bon, sous signature privée, puisqu'avant, on nous enseignait sous seing privé, ce qui veut dire la même chose. Mais voilà, donc on a supprimé cet alinéa, comme quoi le législateur, quand il a envie d'être économe et efficace, parce que vous savez, c'est toujours la simplicité qui devrait guider les pas et non pas la complexité. Plus on complexifie, par exemple dans la démat, et plus on embrouille les cartes.
plus on met d'obstacles à la compréhension, et plus on a de difficultés à convaincre le juge, puisque nous y sommes confrontés régulièrement pour certains de nos clients qui veulent faire valoir leurs droits sur peu importe quoi, hein, un prêt, un financement automobile, de camping-car ou de je ne sais quoi, une ouverture de compte, puisque maintenant on en a un petit peu partout. L'extension du contentieux de la signature, la question que je me pose, au début on faisait une sorte de rosace avec des pétales et on avait contrat de crédit à la conso, contrat d'assurance, complémentaire santé, les pouvoirs pour le recouvrement, pour les productions de créances dans le cadre de procédures collectives, les quittances subrogative. Puis maintenant, on a les reconnaissances de dette, on a les sûretés, on a les baux d'habitation, et la question qu'on se pose à la fin, est-il des domaines jurisprudentiels qui sont exclus de la démat? Ben, pratiquement pas. Pratiquement pas. La dernière chose que nous avons eue, elle est ici, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Riom, 15 mars 2023, qui concerne des contrats passés entre un client et EDF, GDF, pour le gaz, l'électricité, et ils peuvent demander des montants relativement importants. Vous avez vu les augmentations pour ceux qui sont dans les entreprises ou qui sont dans leur propre foyer, ça peut chiffrer. Puis hier, on a vu un arrêt qui est tombé sur un contrat d'affacturage. Le contrat d'affacturage qui portait quand même sur 160 000 euros. Donc quand on est sur de l'affacturage, on peut avoir des quantums importants. Et donc la signature se généralise. Où est-ce qu'il n'y a pas de signature? Ben, vous verrez à la fin, c'est le dernier slide, puisque c'est en train d'arriver à grands pas. C'est un autre domaine qu'on n'avait jamais abordé et qui va arriver en France d'ici la fin de l'année. Alors, les foyers, l'identité du signataire, ben, si on n'identifie pas le signataire, eh bien vous avez vérolé toute la chaîne de confiance. Et donc quand le juge vous dit où est la preuve de l'identification du signataire du contrat, ben, il est normal qu'il vous rejette la demande. Puisque si vous n'identifiez pas le co-contractant à qui vous allez imputer une dette, ben, on ne peut pas lui dire vous devez rembourser je ne sais quoi. L'identité, c'est la base en matière de signature, en matière de contrat. L'identité, l'identité, l'identité. Souvent, on oublie ça et on fait un petit saut dans le temps qui est préjudiciable à la sécurité des transactions. Donc, si vous devez veiller à quelque chose, commencez par le début, l'identification du signataire. J'ai mis la fiabilité ex ante, ex post, hein, ça vous savez ce que c'est soit on vérifie en amont, on a les qualifications nécessaires, soit c'est le juge qui va vous dire a posteriori, donc ex post, est-ce que le procédé utilisé est fiable? Mais c'est à vous de rapporter cette preuve puisque vous ne l'avez pas rapporté en amont et vous n'êtes pas titulaire de qualification au sens IDAS, au sens ANSSI et autres. Les attestations, ben aujourd'hui les prestataires sont habitués à ça, sauf que certains font de mauvaises attestations. Les attestations, vous savez, c'est pas parce que vous écrivez quelque chose que le juge va, vous écouter, de comprendre ce que vous avez dit. Parce que ce qui est important, c'est que le juge puisse comprendre et qu'il soit sensibilisé pour faire droit à votre demande. Une attestation n'a de sens que dans ce cadre-là. Là, j'ai des prestataires, parce que j'en vois, hein, qui sont dans la salle, ben, les prestataires essaient de répondre aux besoins du client. Quand on a demain à produire une attestation, j'atteste que monsieur machin a signé le contrat machin avec le certificat truc, et puis moi je vais produire aussi d'autres éléments, je suis titulaire d'une qualification en tant que PSCO qualifié, alors pas forcément le service, mais au moins PSCO qualifié, eh bien ça fait toujours des éléments qui apportent de l'eau au moulin de l'avocat qui va plaider. En tout cas, de l'avocat qui va plaider et qui est en mesure de pouvoir expliciter au juge ce dont il est question. Parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir expliquer, je produis un document, ben ce document veut dire quoi? Il sert à quoi? Je prouve quoi avec ce document? Ça, c'est fondamental. Et puis, il y a quelque chose qui est ici encore, mais peut-être que quand nous aurons les wallets, c'est-à-dire les portefeuilles d'identité européens, qui devraient poindre, peut-être qu'on n'aura plus besoin de fichiers de preuve. Pourquoi? Parce que le fichier de preuve a été inventé en 2002, 2003, 2004. C'est les années sur lesquelles on a travaillé, donc il y a une vingtaine d'années. C'était pour les certificats dits à la volée.
Et les certificats à la volée, aujourd'hui, quel que soit l'acte que vous signez, vous avez la plupart du temps des certificats à la volée. La plupart du temps, ça ne veut pas dire que ça exclut tous les autres. Parce que la migration naturelle, c'est vers la signature électronique avancée. Alors, je ne veux pas vous refaire un cours sur la signature avancée, pas avancée, simple, truc, machin. Ce n'est pas la peine. Vous êtes, j'espère, sensibilisés à ça. Mais en tout cas, la notion de fichier de preuve est souvent avancée et souvent demandée dans le cadre des litiges. Et quand vous ne produisez pas de fichier de preuve, là, on a cité quelques exemples, notamment la Cour d'appel de Grenoble, eh bien, le magistrat le demande. Et quand vous inventez certains prestataires que je ne citerai pas, parce que nous, on est la fédération, on les a tous, vous inventez des concepts, ben, le juge est perturbé. Chemin de preuve, enveloppe de preuve, ou des choses un petit peu, j'allais dire exotiques, même si le mot est français. Ils mettent toujours le mot preuve, hein, parce qu'ils ont compris que la preuve était importante. Parce que moi, quand j'ai créé et inventé le fichier de preuve pour les certificats à la volée, c'était dans un but bien précis. On nous avait intoxiqués sur les certificats standards qu'on pouvait vérifier avec les CRL. On ne pouvait plus, puisqu'on n'avait plus de CRL, ou autrement, la CRL était annihilée puisqu'il n'y avait pas de durée de vie du certificat. Et donc, il fallait inventer quelque chose qui puisse être reproduit, rejoué en cas d'expertise devant une juridiction. C'est pour ça qu'est né le fichier de preuve, pas pour autre chose. Maintenant, eh bien, les juges commencent à être habitués. Alors moi, j'ai la chance d'être directeur de session à l'École nationale de la magistrature et je forme les magistrats d'active. Je ne parle pas des jeunes, il faut les former aussi, hein, mais d'active, c'est-à-dire ceux qui nous jugent. Eh bien, j'ai la chance de pouvoir organiser des sessions et les former et de dialoguer avec eux. Et quand on dialogue avec eux, ben vous savez ce qu'ils demandent ? Donnez-nous des pièces, explicitez-nous les pièces pour qu'on comprenne à quoi correspond la pièce sur laquelle je vais rendre mon jugement ou ma décision si je suis en appel, parce qu'on peut avoir des magistrats d'appel. En cassation, ils ne viennent pas aux formations, ils sont trop forts. Mais ce n'est pas une critique, parce qu'en règle générale, les plus progressistes, ce sont les magistrats de cassation, et les plus jeunes sont les plus réactionnaires. C'est quand même paradoxal, mais c'est une réalité à laquelle je suis confronté. Voilà, donc ici, vous avez vu ces quelques éléments. Je vais passer la parole à Pascal, qui va faire maintenant la partie identification électronique et d'autres éléments du vademecum pour compléter notre présentation du vademecum, qui ne peut être bien évidemment que lacunaire et qui va survoler les éléments. Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Vous l'avez entendu, Eric a expliqué une chose qui est très importante, c'est que l'identité, c'est le socle de la confiance. Il y a une chose très importante qui s'est passée depuis 2016 et la dernière publication, je ne dois pas me tromper, Eric, de la dernière version du vademecum, c'est l'émergence, la prise de plus en plus importante dans les textes de la notion d'identité. Vous le voyez, on ne va pas refaire toute la liste. Ça, vous allez le trouver dans le vademecum et dans la nouvelle version. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ça. C'est que depuis 2014-2015, nous avons France Connect qui est arrivé. Vous avez le remplaçant d'Alicem, le SGIN. C'est pas terrible hein, comme nom, je vous l'accorde, mais bon, c'est le SGIN. Et vous avez, par exemple, une grande initiative de la loi pour une République numérique de 2016 sur les moyens d'identification électronique, mais qui ne sont pas des moyens d'identification électronique IDAS, ce sont des moyens d'identification électronique dans une portée nationale. Donc, on se retrouve encore avec quelque chose, je dirais, une exception française, on pourrait dire, avec ces moyens d'identification électronique. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Donc, le référentiel PVID. Ah, alors qu'est-ce que c'est un PVID ? Sans doute, la majeure partie de l'assistance le sait, mais ceux qui ne le savent pas, c'est vérification des prestataires en charge de la vérification d'identité à distance. C'est-à-dire faire en sorte qu'à l'aide d'une application que vous auriez sur votre téléphone, de vous assurer que Emmanuel, c'est bien Emmanuel, ou que François, c'est bien François. Donc, par rapport à ça, c'est une grande initiative qui a été basée par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et pour la première fois, on a eu un visa de sécurité qui a été délivré il y a de ça 2 semaines pour une société qui
peut faire de la vérification d'identité à distance. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ben, vous voyez, déjà, le mot distance, c'est pas mal. Et puis, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que ce référentiel PVID, il va vous permettre d'avoir des services de confiance qualifiés. Ah, c'est écrit. C'est dans l'objet même du référentiel. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir des moyens d'identification électronique eux-mêmes avec une certification. Cool. Et puis, ça va vous permettre autre chose. Ça va vous permettre de faciliter, lorsque vous êtes banquier, l'entrée en relation. On considère que si vous passez par un moyen d'identification électronique avec ce niveau, eh bien, vous allez pouvoir reprendre une des mesures de vigilance qui est renforcée lorsque vous êtes avec un moyen d'identification électronique, je dirais étatique, et au contraire suffisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs mesures de vigilance lorsque c'est au niveau européen. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'identité, c'est le socle de la confiance numérique. En tout cas, c'est comme ça que le cabinet l'a toujours perçu. On a écrit un bouquin là-dessus, sur l'identification électronique, parce que c'est le terreau de la confiance. On ne peut pas avoir de service sans cette première sécurité. L'identité est essentielle. C'est bien pour ça que, c'est le 10 mai, Jean-François, on lance au sein de la FNTC un GT identité numérique. Certaines personnes qui sont là pourront en parler après notre présentation. Alors, pouf. On a vu autre chose qui est arrivé. Les crypto-monnaies, vous allez me dire, ouais, mais ça fait longtemps que ça existe, les crypto-monnaies. Ben écoutez, pas tant que ça, en fait. Ce que nous, on appréhende, c'est comment les pouvoirs publics les ont pris en considération. Donc, la crypto-monnaie, vous avez des décisions de la CJUE, notamment une en 2015, qui vous donne une définition du Bitcoin qui dit c'est pas un bien incorporel. En fait, ils nous font une définition apophatique. Ils nous disent ce que ce n'est pas. Et en faisant ça, ils laissent entendre une définition. Mais la définition, sérieusement, elle n'est pas très claire. Après, vous avez tout le mouvement, la loi Pacte de 2019, où vous avez des définitions qui arrivent, la définition de jetons, de registres distribués, et cette révolution d'arrière-cour, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, c'est juste qu'elle est d'arrière-cour, qui est la blockchain. La blockchain, on a un GT blockchain, c'est pas pour rien. Ce qu'il faut quand je dis que c'est une révolution d'arrière-cour, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient modifier votre back-office par rapport à des mesures de sécurité ou autres, mais ça n'apporte rien de plus que cette modification pour essayer de gérer de manière différente les différents services. Voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est quelque chose qui a été largement étoffé dans le cadre de cette version du Vademecum, c'est par rapport au volet paiement. Ensuite, Jean-François vous en a parlé, la facturation électronique. Partez d'un principe, la facture électronique devait être consentie à un moment donné, elle est désormais obligatoire. Voilà, ça c'est le principal mouvement. Donc, en faisant ça, d'une part, envoi et réception de ces factures électroniques via le portail public de facturation ou les plateformes de dématérialisation partenaires. Je sais qu'au sein de cette assistance, certains ont déposé leur candidature par rapport à ce statut. Et également tout ce qui va concerner une gestion du e-reporting, c'est-à-dire des données relatives à la facture. Vous le voyez, on est sur quelque chose qui est vraiment un renouveau par rapport à cette facture électronique et avec une complexité à gérer qui pourrait être largement dégonflée par certaines actions simples de la part de la DGFiP. Eric vous a parlé de simplicité. Cette simplicité, d'après nous, est requise ici. Là, on a quand même certaines initiatives qui doivent être mieux appréhendées aussi par le public et nous sommes, la FNTC, un relais à destination de la facture électronique pour l'ensemble de l'écosystème. Je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, nous allons... Ah oui, merci. Et enfin, je ne vais pas m'attendre dessus, mais sachez-le, on a parlé de signature, on a parlé d'identité, on a parlé de paiement, mais il n'y a pas que ça qui est arrivé. Il y a la lettre recommandée électronique, nous avions une ancienne version à l'époque, à la glorieuse époque
de la lettre recommandée électronique, mais cette lettre recommandée électronique, elle a disparu avec le règlement IDAS. On parle d'envoi recommandé électronique, et le législateur français a décidé de la réintégrer. La lettre recommandée électronique, créant ainsi cette complexité dont on vous parle depuis le début, et sur laquelle, sincèrement, les leviers ne sont pas encore clairement exposés. Il y a quand même, lorsqu'on dit qu'une lettre recommandée électronique, c'est un envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement IDAS, il y a une dans le potage. Donc, j'ai dit hein, je n'ai pas dit de gros mots. Merci. Tu as entendu le bip? Merci. Et donc, on pourrait vous parler aussi de la numérisation des notes de frais qui est intervenue en 2019, qui est là pour faciliter d'autant plus je dirais, le volet RH et tous les éléments qui vont avec. Ou on pourrait vous parler aussi, pour le domaine bancaire, de ces espaces sécurisés à destination des clients qui sont issus de l'ordonnance du 4 octobre 2017. Mais ces éléments, je n'en parle pas ici parce que sinon, comme je suis très bavard, je pourrais passer des heures dessus. Mais par contre, vous pourrez le lire dans la nouvelle mouture du Vademecum. Il a bien fait de s'arrêter, c'était pour ne pas user toute sa salive et puis finir avec plus de voix en faisant... Donc, je passe la parole à Anne. Merci, bonjour. Donc moi, je vais vous parler de la partie en fait sphère publique dans le Vademecum. Cette partie existait déjà dans l'ancienne version, mais on l'a complètement restructurée. On l'a restructurée pour l'actualiser. Alors pour l'actualiser, non seulement par rapport à l'évolution des textes, parce que le droit a accompagné, parfois il avait même précédé un peu la dématérialisation dans la sphère publique. Il y avait été avant que le marché soit suffisamment mature. Donc il y a eu un petit peu de retour en arrière, on va dire. Et aujourd'hui, ce qu'on constate surtout dans le domaine de la sphère publique, c'est que la dématérialisation est partout, comme disait Eric, c'est pas que dans la sphère privée, et que même il avait été annoncé, alors l'objectif n'a pas complètement été atteint, mais il avait été annoncé qu'il y ait 100% des services publics qui soient dématérialisés à l'horizon de 2022. Donc 100%. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas la volonté... C'est bien ce qui avait été annoncé, mais on n'y est pas, mais beaucoup d'efforts sont faits pour y arriver, et en tout cas c'est ce qui est visé à terme. Donc, il faut partir du principe qu'a priori, on arrivera, alors avec certains obstacles qui continuent et qui vont perdurer, qu'il faudra peut-être faire sauter, et que le droit accompagnera pour les faire sauter. Mais en attendant, en tout cas, les expériences, alors il y a pas mal d'expérimentations, mais aujourd'hui, on a basculé sur réellement beaucoup de réalisations. Alors, j'ai fait une première partie, on va dire, qui est plutôt le droit commun, on va dire en quelque sorte. Le droit commun qui concerne tous les échanges que peuvent faire les administrations, qui sont aujourd'hui des échanges électroniques. Alors, dans le cadre des échanges électroniques, il y a des textes qui existaient déjà, notamment le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA, chez les publicistes. Et dans ce cadre-là, pour tout ce qui concerne les téléprocédures et les téléservices, c'est traité dans le cadre de ce code. Dans le cadre de ce code, on nous dit comment doivent être déterminés, comment doivent être développés et à quelles exigences doivent répondre les téléservices et les téléprocédures. Aujourd'hui, aussi bien en tant que particulier qu'entreprise, vous savez très bien qu'on est envahi par les téléprocédures. Eh bien, ces téléprocédures sont encadrées et l'encadrement de ces téléprocédures nécessite des briques de confiance. D'où le fait que c'est intéressant, en fait, que vous puissiez, vous, en tant que prestataire, vous intéresser à ces évolutions et à ces mises en place. D'autant plus qu'il y a un point important, c'est que quand on parle de l'administration, il ne faut pas penser qu'aux administrations de l'État. Les administrations, c'est aussi les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, il y a un droit constitutionnel que souvent on ignore, c'est la libre administration des collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, on a une procédure qui est obligatoire, qui doit être en plus obligatoirement réalisée par voie électronique, eh bien, ces collectivités territoriales ont normalement la possibilité d'avoir recours aux procédés qu'elles souhaitent mettre en place. Donc la libre administration des collectivités territoriales est un point quand même extrêmement important, une ouverture sur la sphère publique pour les prestataires. Après, il y a évidemment aussi les administrations d'État, mais là, on est aussi sur d'autres rapports qui peuvent être mis en place. Alors, pour ces téléprocédures, parce que c'est vraiment un des points importants du Code des relations entre le public et les administrations,
Il y a plusieurs étapes, on va dire, plusieurs phases, notamment celle de l'identification. Vous voyez qu'on y revient, cette problématique de l'identification de l'usager, l'identification de l'entreprise, mais l'identification aussi de l'administration. Être sûr qu'on est avec la bonne administration, mais plus que ça, avec la bonne autorité administrative qui est compétente pour prendre la décision, ou si c'est seulement l'agent qui va gérer mon dossier. Donc là aussi, la problématique de l'identification, elle est très importante. On a eu un aperçu dans le cadre du triptyque fournisseur d'identité, France Connect, fournisseur de services. Dans ce cadre-là, dans ce triptyque-là, les fournisseurs de services, c'est les administrations. Le fournisseur d'identité, c'est le moyen d'identification. Et France Connect, c'est celui qui permet d'offrir un moyen pour pouvoir se connecter différemment qu'avec un module particulier, un montage qui a été fait. En tout cas, ce triptyque part bien de cette problématique de l'identification. On a également les accusés d'enregistrement et ou de réception. Ça, c'est parce que tous ces principes-là existaient dès 2005. Hein. Aujourd'hui, on les met, on les développe. Donc, vous voyez, 17 ans plus tard, même plus. Et à partir de là, on est dans cette mise en place. Aujourd'hui, les accusés d'enregistrement et ou de réception, c'est une obligation légale qui est organisée. Ce à quoi ça fait appel, c'est notamment le service de confiance d'horodatage, voire d'horodatage qualifié. On a aussi, alors ça c'est tout récent, c'est par exemple l'homologation de certains services publics par l'ANSSI dans le cadre de mon service sécurisé. Ça vient juste de se mettre en place au niveau de l'ANSSI. Donc certaines administrations peuvent demander à ce que leurs services publics soient, ou en tout cas ce qu'elles ont mis en place, leurs téléservices, soient effectivement homologués par l'ANSSI. Il y a également l'arrêté du 7 février 2023, tout récent. Alors cet arrêté du 7 février 2023, lui, pose un standard, on va dire, un standard de clause, et notamment d'un point de vue technique. Donc dès lors qu'on s'intéresse aux caractéristiques, aux exigences techniques pour les téléservices et téléprocédures, prendre connaissance de cet arrêté-là va contribuer à une réponse potentielle aux demandes dans la sphère publique. Et puis, il y a un point important, notamment pour les juristes, mais pas que, ce sont les conditions générales d'utilisation des téléservices, parce que les conditions générales d'utilisation vont s'imposer aux usagers, que nous sommes tous, et dans ce cadre-là, la rédaction de ces conditions générales d'utilisation est fondamentale. Pour autant, ici, on a eu une décision rendue récemment par le Conseil d'État, c'est que, en réalité, le juge administratif va quand même apprécier non seulement la mise en place du téléservice, mais également des conditions générales d'utilisation, même si c'est l'administration et même si elle s'impose. Donc c'est encore une fois, souvent, des fois, quand on ne connaît pas forcément le droit public, le droit administratif, la sphère publique, on oublie que l'administration, d'une part, elle est responsable, d'autre part, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, et derrière, on a le juge administratif qui vient dire ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, et si elle a bien fait. Toujours dans le cadre de ce droit commun de la dématérialisation des échanges, on a des échanges entre administrations. Parfois, c'est les contrôles, le contrôle de légalité entre les collectivités territoriales et les autorités préfectorales, en fait, dans l'autre sens, parce que le contrôle est exercé par les autorités préfectorales sur certains actes des collectivités territoriales. Dans ce cadre-là, ça, pour le coup, c'est un cas de dématérialisation qui est très ancien. On en a de plus en plus qui se mettent en place, et surtout, il y a un point qui est important, c'est celui de la collaboration. La collaboration entre administrations, il y a deux possibilités. Soit cette collaboration, elle est obligatoire, et prévue par les textes, soit elle peut être volontaire. Si elle est obligatoire, ce sera beaucoup plus enfermé dans des conditions juridiques. Si jamais elle est volontaire, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il y ait un socle de confiance, parce que forcément, on va avoir les mêmes critères. Est-ce que j'ai bien les mêmes interlocuteurs ? Est-ce que je vais pouvoir rapporter la preuve devant le juge administratif de ce qui s'est passé et des échanges qu'on a faits ? Donc finalement, on retombe toujours sur ces mêmes problématiques. Et puis, on aura aussi, dans certains domaines, je vais vous donner un exemple concret, par exemple, dans le cadre des communes et des CCAS, ou des départements et des maisons du handicap. Il y a une obligation d'envoi de certaines données pour attribuer des ressources à des personnes, etc. Eh bien, dans ce cadre-là, cette communication est obligatoire, c'est une collaboration obligatoire qui va être dématérialisée. Forcément, il va falloir s'assurer que les échanges de données entre ces personnes publiques vont respecter le droit qui sera alors applicable. Alors, quand on parle de données de santé, là, en plus, on ajoute une petite couche pour un peu plus de folklore juridique et
de mal à la tête parfois. Ensuite, on a aussi des échanges entre les administrations et les agents. Alors ça, c'est un élément assez nouveau. Alors nouveau, pourtant assez surprenant, parce que les agents, ils sont là depuis toujours quand même. Mais on s'est posé la même problématique finalement que dans la sphère privée. Puisqu'on passe tout en digitalisation, ben forcément, à un moment donné, les ressources humaines aussi. Ici, la spécificité de la sphère publique, c'est qu'en fait, on est sur des statuts publics, donc c'est la loi qui donne, qui donne spécifiquement, selon les catégories, fonction publique hospitalière, fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, avec des cadres très stricts. Pour autant, les administrations se sont rendues compte, bien évidemment, de l'intérêt de mettre en place des espaces numériques. Donc on a l'espace numérique centralisé au niveau des agents publics de l'État, mais on en a aussi au niveau des collectivités territoriales qui sont en fait développées. Ensuite, au niveau de la dématérialisation, deuxième gros, on va dire, domaine qui est concerné par la dématérialisation, c'est la commande publique. Alors dans le cadre de la commande publique, là aussi, en 2001, les premiers textes reconnaissaient la dématérialisation dans le cadre de la commande publique. Donc vous voyez, ça ne date pas du tout d'aujourd'hui. Pour autant, c'est vraiment l'exemple topique où le législateur a été plus vite que le marché. Parce qu'en réalité, le marché n'était pas du tout prêt. Et donc, il y a eu finalement un peu une marche arrière qui a été faite. Beaucoup de modifications de textes et après moult modifications des directives européennes qui ont été aussi adoptées. Aujourd'hui, on a le code de la commande publique. Donc le code de la commande publique qui traite des marchés publics et des contrats de concession. Bien, dans ce cadre-là, la mouture finale, on va dire, dans le cadre de ce code, eh bien, pour la partie législative, c'est la loi de 2018 et pour la partie réglementaire, décret de 2018. Donc depuis 2018, c'est le code de la commande publique qui traite de cette question. Et puis, on a des arrêtés qui ont été adoptés le 22 mars 2019. L'intérêt de ces arrêtés, c'est qu'en fait, ils constituent les annexes du Code de la commande publique et ils fixent les modalités de la dématérialisation. Alors, pour que ce soit plus concret, on va prendre les 3 cas. 3 cas, il y en a d'autres qui sont traités dans le cadre en fait, du VADEMECOM, mais j'ai choisi 3 cas. D'abord, le profil d'acheteur. Alors, si vous avez déjà répondu à des marchés publics, vous savez ce que c'est un profil d'acheteur, même si ce n'est pas écrit comme ça. C'est la plateforme de l'administration. L'administration, les acheteurs ou les personnes publiques, enfin les personnes qui sont soumises au code de la commande publique, pour être très précis, bien dans ce cadre-là, ils sont obligés de mettre en place un profil acheteur, c'est-à-dire une plateforme. Et l'utilisation de cette plateforme est obligatoire dans la phase de passation des marchés publics pour l'échange d'informations et la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que prestataire, quand vous voulez répondre à un marché public, vous devez obligatoirement déposer vos candidatures et vos offres sur la plateforme de la personne publique, de l'acheteur. Ça, c'est ce profil acheteur. Donc, il y a 2 annexes qui en traitent, l'annexe 7 et 8, et on détermine quelles sont les différentes caractéristiques qu'elles doivent remplir. Ce qui est important, c'est que, obligatoire juste pour les phases dont je viens de vous parler, en revanche, concrètement, en pratique, de plus en plus d'acheteurs étendent ce spectre et étendent les fonctionnalités dans le cadre de ces plateformes. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va devenir vraiment le moyen de communication de plus en plus entre les acheteurs et les titulaires de marché ou les candidats, en tout cas, des marchés. Deuxième point, c'est la signature électronique. Dans le cadre de la signature électronique, autre point important, alors là, pour le coup, aujourd'hui, ce qu'il faut bien retenir, c'est le code de la commande publique n'impose pas la signature électronique. La signature électronique est imposée ni pour les candidatures, ni pour les offres, ni pour l'acte d'engagement, c'est-à-dire l'acte d'engagement, c'est ce qui est vraiment le contrat. En revanche, le code de la commande publique prévoit la possibilité de la signature électronique. Si la signature électronique est prévue, c'est l'acte de consultation qui doit le faire. Alors, je ne veux pas être trop technique parce que sinon, je pense qu'au fur et à mesure, tout le monde va partir de la salle. Je vais juste marquer l'importance parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits notamment par la direction des archives, la direction de l'administration, par la direction des affaires juridiques qui s'occupe des affaires de la commande publique et qui dit qu'a priori, à terme, la signature électronique devrait devenir obligatoire. Donc pour tous les marchés et au niveau de toute la phase, on serait sur de la signature électronique obligatoire, évolution, qui se fera très certainement par palier,
mais qui, à terme, il faut l'avoir à l'esprit, tout le monde va y passer. Et finalement, ça me permet de rebondir sur la facturation électronique, puisque c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre de la facturation électronique, où au début, on était sur l'obligation pour certaines administrations. Aujourd'hui, toutes les administrations, tous les acheteurs publics sont obligés de passer et d'accepter des factures électroniques. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, même les micro-entreprises sont obligées de facturer électroniquement dans le cadre des marchés publics. Donc, la facture électronique pour tout le monde dans le cadre de la commande publique. Alors, c'est du droit, hein, je vous parle des principes, il y a toujours des exceptions, mais bien évidemment, on va les zapper dans le cadre de cette présentation. Il y a des exigences communes et transversales dans la sphère publique. Alors, des référentiels, le RGS, le RGI, le RGA, pour ceux qui pratiquent un peu, vous devez certainement savoir ce dont il s'agit. Il y a un petit dernier qui nous a été sorti très très récemment, c'est le référentiel général éco-conception, de l'éco-conception des services numériques. Il ne concerne que les administrations centrales, il n'y a pas de label et c'est de l'auto-audit. Mais à terme, là encore, c'est sorti par la DINUM, gardons-le peut-être à l'esprit parce qu'il y aurait éventuellement, dès que ça parle d'éco-conception, même si j'ai rien contre, attention, pour autant, ça pourrait bien s'étendre. On a également la protection des données personnelles. Alors dans le cadre de la protection des données personnelles, là aussi la sphère publique est directement impactée. Ce n'est pas encore une fois parce que c'est les administrations qu'il y a forcément des règles particulières. Le RGPD s'applique aux administrations, même s'il y a parfois des petites nuances. En tout cas, ça s'applique. Et dans le cadre de la commande publique, la direction des affaires juridiques a établi une fiche qui est très intéressante où en fait, elle dit qu'il faut procéder en 3 étapes. Donc elle dit pour les administrations, mais en tant que prestataire, on peut très bien mettre en avant aussi cette fiche pour dire attention, il y a quand même une étude à faire, qui est, d'abord s'assurer s'il y a ou non des données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre de la prestation ou du bien, de la fourniture du bien qui est fourni. Deuxième étape, si oui, à ce moment-là, il faut pouvoir qualifier les parties dans le cadre du marché public au regard du RGPD. Est-ce que c'est un responsable de traitement? Est-ce que c'est un co-responsable de traitement ou est-ce que c'est un sous-traitant? Et troisième point, en conséquence de la qualité des parties, on pourra en déduire les clauses qui pourront être déterminées. Et ces clauses, elles seront déterminées dans le contrat public. Et ce contrat public pourra être vérifié par le juge administratif. Ensuite, l'archivage. Alors là aussi, grande question, l'archivage qu'on retrouve dans le droit public. C'est traité dans le Code du patrimoine qui a été récemment modifié par la loi du 21 février 2022. 2 points essentiels, un sur la mutualisation et un sur l'externalisation. L'externalisation, c'est un point extrêmement important. Et là, on a eu une vraie évolution qui a été faite. Il y a la note du service interministériel des archives de France qui est sortie, qui notamment fait la distinction entre l'externalisation de l'hébergement, l'externalisation de la conservation des archives. Je ne vous en dirai pas plus, il y en a beaucoup plus dans le vade-mecum, mais c'est extrêmement important, en tout cas, de savoir comment ça fonctionne, parce que l'archivage, c'est la fin de la dématérialisation, et ça va concerner, et ça concerne déjà tout le monde. Au niveau des illustrations, on a modifié les illustrations dans le cas, ou en tout cas adapté les illustrations dans le cadre de ce vade-mecum, je vous y renvoie. Peut-être juste un focus particulier sur les espaces numériques qui se développent, même au sein des téléprocédures. Les espaces numériques, c'est ces espaces où on peut déposer les documents des usagers, des entreprises, des associations qui travaillent en collaboration avec les administrations. Et puis un deuxième domaine qui est en pleine mouvance, qui est celui de la e-santé et plus largement du médico-social. Il y a encore des évolutions, donc un terme conclusif, je vous rassure, j'en ai fini. Juste au niveau européen, là aussi, le e-wallet, le règlement IDAS aura des conséquences. Au niveau national, il y a d'autres questions qui vont se poser aussi. L'intelligence artificielle, il y a eu une étude du Conseil d'État qui est sortie en août 2022, extrêmement intéressante. La souveraineté numérique, on en entend beaucoup parler. Peut-être qu'à terme, on va en fait finalement aussi l'avoir. Donc, du coup, en tout cas, les travaux sont en train de se faire. Et puis, des questions peut-être connexes aussi sur les monopoles aujourd'hui qui existent dans la sphère publique et les problèmes de concurrence possibles qu'on peut avoir dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire aussi que, attention dans la digitalisation de l'administration, qu'on n'aille pas sur le terrain concurrentiel vis-à-vis des acteurs privés. Enfin,
heureusement, on aura le juge administratif qui viendra nous dire ce qu'il pense de tout ça. J'en ai fini. Merci Anne. Oui, vraiment merci Anne, parce que, soyons très clairs, dans le cadre de ce Vademecum, on n'est pas payé à la vente, hein, c'est pas ça, mais dans le cadre de ce Vademecum, vous avez la partie, d'après moi, la plus aboutie sur la dématérialisation dans la sphère publique. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire que pour avoir un petit peu éclusé les ouvrages spécifiques dans le domaine, en matière de démat public, je pense que c'est une des parties les plus abouties que j'ai eu l'occasion de lire de ci, de là, parce que vraiment, il faut l'avoir à l'esprit. C'est vraiment, et c'est un point important. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent vers nous par rapport à ces questionnements, mais ces questionnements, là, on a quelque chose qui tient plus la route qu'un 4x4. Je ne sais pas ce qu'il a dit Eric, mais ça n'avait pas l'air d'être drôle. On a fait une partie également dans le cadre de ce Vademecum sur le règlement IDAS. Alors pourquoi une partie, je dirais, autonome? Parce que ça touche autant le droit public que le droit privé, le règlement IDAS. Ça touche tout le monde. Et par rapport à ça, on a voulu à la fois parler de l'existant, du règlement IDAS, de sa mise en œuvre depuis 2014, 2016, etc., mais également de voir comment on se projette pour l'année qui vient. Le trilogue, on n'est pas encore totalement lancé. Les travaux préparatoires du trilogue, on a au 7 février 2023 une dernière version du texte, et vous le verrez, on n'est pas à jour là-dedans, hein, ça date de janvier 2023, c'est écrit derrière. Parce que, par exemple, le Ledger ne figure plus au sein du texte, et que nous avons quelques évolutions autour de certaines définitions. Vous avez entendu ce qu'a dit Eric, vous avez entendu ce qu'a dit Anne, en parlant du portefeuille d'identité numérique. Il ira pas plus bas. Merci Emmanuel. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce PEDN est désormais perçu souvent comme une nouvelle arlésienne du règlement IDAS. On attend son arrivée comme on attend le Messie. C'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que, n'oubliez pas quelque chose, ce portefeuille d'identité numérique va être l'apanage avant tout des États. Vous, au sein de cette assemblée, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas du côté de la personne qui va mettre en place le portefeuille d'identité numérique, mais de cette fameuse partie utilisatrice. Donc, la partie utilisatrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir mettre sur le portefeuille d'identité numérique des services. Services de confiance qualifiés, moyens d'identification électronique au niveau national, tout est envisageable. Mais n'attendons pas l'arrivée de ce portefeuille. Vous avez déjà, pour ceux qui sont techniciens, les documents d'architecture technique. Ce qu'il faut, vous, c'est que vous puissiez vous mettre dans la projection de mon service, qu'est-ce que je veux en faire, ou comment je veux l'utiliser, hein, pour que l'on soit du côté prestataire de services de confiance ou au contraire du côté, je dirais, client ou autre, et de déterminer, nous, comment est-ce qu'on peut s'en servir, en avoir un avantage. Mais cet avantage ne viendra qu'ultérieurement. Vous n'aurez rien à vendre de fin 2024. Donc, aujourd'hui, il n'est pas pressé d'attendre, il est pressé de mettre en place le mode d'emploi, de mettre en place le plan de guerre par rapport à celui-ci. En n'attendons pas l'arrivée, c'est comme, Eric, la signature électronique sécurisée, présumée fiable, qui a bloqué tout le marché pendant de nombreuses années, alors que la seule chose dont on a besoin, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'utilisable, de praticable. Et ce portefeuille d'identité numérique n'est pas l'arlésienne à attendre. Voilà, c'est un point qui est très important que je voulais vous indiquer. À côté de ça, vous avez donc l'identité numérique, mais vous avez également, parce que j'ai plus les trucs maintenant, les services de confiance. Non, c'est bon, parce que là, c'est le dernier. Les services de confiance, donc vous avez ceux qui existent actuellement et ceux qui vont arriver. Au sein de la FNTC, au sein même du GT archivage de la FNTC, on travaille beaucoup sur le service de confiance d'archivage qualifié. Alors par rapport à ça, on a
en fonction des versions, en fonction des présidences de l'Union européenne, des services qui ont des contours différents, des définitions qui sont différentes, suivant qu'on est avec un pays civiliste ou au contraire avec une approche plutôt anglo-saxonne. La définition varie. Les effets juridiques seront importants. Présomption d'intégrité, présomption d'une date, la date où ce sera versé dans le service d'archivage. Tous ces éléments sont des éléments importants. Ce sont des effets juridiques, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que demain, avec un tel SAE qualifié, vous allez pouvoir avoir des présomptions qui pourront être utiles pour une démonstration en justice. Ça peut être intéressant. Et enfin, d'autres services comme l'attestation d'attribut. L'attestation d'attribut, personne n'a besoin de savoir mon âge, mais peut-être que certaines personnes veulent savoir que je suis majeur. Ça se voit que je suis majeur quand même. Donc, par rapport à ça, c'est ça, les attributs, ou que je suis... si, je vous assure. Ou au contraire que je suis le titulaire d'un permis de conduire, ou d'autres choses, diverses et variées, que j'ai été docteur en droit. Différents éléments qui peuvent être importants et sur lesquels je donne une information et une seule information, celle qui est utile. Ces attestations d'attributs, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se positionner dessus, aussi par rapport à de la facilitation sur des parcours de démat. On n'a pas besoin de tout savoir, on a besoin d'avoir une information et que quelqu'un soit garant de cette information. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi. Et enfin, les signatures électroniques à distance, vous allez me dire, ça existe déjà. Mais là, maintenant, on va se retrouver avec des signatures électroniques à distance qui seront qualifiées. C'est ça la différence. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, une interrogation se posait. Certains diront, oui, ça y était, d'autres pas. Là, on va avoir quelque chose qui va être clair, défini, sur ces dispositifs de création de signatures à distance. Voilà. Donc, on attend le règlement IDAS, le trilogue ne va pas tarder. On est là, on mange du popcorn en attendant de voir à quelle sauce nous allons être mangés. Bonjour à tous. Donc du coup, comme vous l'avez bien évidemment vu et probablement subi, depuis la dernière version du Vademecum, on a la réglementation sur la protection des données à caractère personnel qui a été modifiée de manière substantielle avec l'entrée en application du règlement général sur la protection des données. Donc du coup, ce qu'on a pris en compte dans cette nouvelle version. Ce qui ne change pas, c'est que les services de confiance génèrent des traitements de données à caractère personnel, collecte, notamment collecte par exemple données d'identification à titre principal, mais collecte de données, conservation, également le cas échéant rapprochement, de l'enregistrement. Donc tous ces traitements font que les prestataires de services de confiance rentrent dans le champ d'application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, le règlement général sur la protection et la LIL 3, c'est-à-dire la dernière version qui date de 2019 de la loi informatique et liberté. Alors en fait, les prestataires de services de confiance étaient déjà visés dans l'ancienne version de la loi. Ils étaient visés spécifiquement par l'article 33, où il était dit que, alors il y avait deux principes qui étaient annoncés, celui de la stricte collecte des données directement auprès des personnes et de ne traiter que les données qui étaient strictement nécessaires à la fourniture des certificats, sous-entendu certificats de signature électronique, parce que étaient exclusivement visés en fait les PSCE. Là, dans la dernière version, rien, pas de son, pas d'image, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune disposition spécifique applicable aux prestataires de services de confiance. De la même manière, dans le cadre du règlement général européen, finalement, on en déduit que toutes les obligations générales faites aux responsables de traitement ou aux sous-traitants ou aux différentes qualités reconnues s'appliquent de manière indifférenciée. Et si on y regarde un peu plus près, que ce soit au niveau du Comité européen à la protection des données, qui est l'institution européenne qui fait la doctrine, je dirais, de l'application des principes, pareil, pas de son, pas d'image, on n'a absolument aucune indication. Et en ce qui concerne la CNIL, eh bien de même. Alors moi, je souhaite faire une petite parenthèse en ce qui concerne la FNTC, parce qu'on s'est rapproché de la CNIL récemment, suite à un livrable qu'on a rendu dans le cadre du groupe de travail du RGPD. Et la FNTC est identifiée comme étant un interlocuteur privilégié de la CNIL, puisqu'en représentation de ses adhérents. Donc, ce qui fait que les livrables, le dernier livrable a reçu un accueil favorable de la part de la CNIL. J'appelle de tous mes vœux, parce qu'on a demandé, la CNIL a demandé, je le fais,
a demandé un retour des registres que nous avons diffusés auprès de tous les adhérents, sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre de ce groupe de travail, ainsi que des grilles qui permettent de sélectionner les sous-traitants, donc des grilles sur les mesures techniques et organisationnelles et des grilles sur des mesures de sécurité. Et si vous pouvez déjà en prendre connaissance, s'il vous plaît, et ce qui serait le top, c'est les utiliser, voir dans quelle mesure elles vous servent et sont opérationnelles, pour nous faire un retour, pour qu'on puisse en faire un retour auprès de la CNIL, parce qu'on a absolument besoin, dans ce contexte-là, d'avoir l'appui de la CNIL sur les différents livrables qu'on peut lui proposer. Comment ? Oui. Enfin, en tout cas, c'est diffusé auprès de tous les adhérents. Voilà. Oui, c'est diffusé auprès de tous les adhérents. Et voilà. Et du coup, je remercie Coralie, qui est notre rapporteure, et qui fait que vous avez mis à disposition tous les documents sur l'espace qui est ouvert sur le site de la FNTC au titre du groupe RGPD, donc, dont vous pouvez prendre connaissance. Alors, j'insiste sur ce point parce qu'on n'a rien, et c'est vraiment important de se rapprocher de la CNIL à ce sujet-là, sur le fait de se positionner vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel applicable aux prestataires de services de confiance. Du coup, sur cette application, bien évidemment, les prestataires sont tenus à toutes les obligations qui sont prévues par le règlement général sur la protection des données. Et le point important qui est soulevé dans le cadre du VADEMECOM, et qui, à mon sens, est important, parce que vous connaissez les obligations, on va les voir dans 2 secondes, mais c'est la qualification des parties qui prend une tournure nouvelle avec le RGPD. Pourquoi ? Dans le cadre de la directive que le règlement remplace, il y avait la référence de fait à la responsabilité conjointe. Mais la loi informatique et liberté ne l'avait pas reprise. Ce qui veut dire qu'on avait toujours un duo, le responsable de traitement et le sous-traitant. Et là, avec le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et liberté qui reprend cette 3e qualification de responsabilité conjointe, il y a beaucoup de situations qui ont été appréhendées avec le binôme responsable de traitement sous-traitant, et qui aujourd'hui, ou responsable de traitement et autres responsables de traitement indépendants, et qui aujourd'hui pourraient recevoir la qualification de responsabilité conjointe, avec comme conséquence un réarbitrage des obligations et des responsabilités respectives. Sur les obligations, merci. Alors, les obligations, avec mon petit camembert, là, le prestataire de service de confiance est soumis au fait de respecter ce qu'on appelle la finalité du traitement, qui est de toute façon intrinsèquement liée à la nature du service qui va être fourni. Les bases légales, en règle générale, ça veut dire les conditions de licéité de mon traitement. On n'en a pas 36 000 dans le cadre des prestataires de services de confiance. On a soit l'exécution des conditions, l'exécution du contrat, des conditions générales d'utilisation, par exemple vis-à-vis de l'utilisateur des services de confiance, ou bien on peut avoir également le consentement. Le principe fondamental à côté, qui est celui de qualité des données, et le règlement et la proposition IDAS le rappellent aussi, c'est le strict respect du principe de minimisation des données. C'est-à-dire je ne collecte que ce qui est strictement nécessaire à la fourniture de ma prestation. La durée de conservation limitée, alors c'est un principe qui existe et qui est inscrit déjà dans la loi 78 en 78. Donc le RGPD n'a pas tout révolutionné non plus, n'empêche qu'il l'a repris. Et la spécificité des prestataires de services de confiance, si je prends par exemple les prestataires de certification, électronique, c'est qu'il va y avoir d'un point de vue réglementaire une obligation de conservation à minima. Et cet élément-là fait que le prestataire de service de confiance, en déterminant lui-même la durée de conservation à laquelle il est obligé, certes, mais qu'il détermine lui-même, fait qu'on n'a pas la qualité de sous-traitant qui peut lui être attaché, puisqu'il détermine un moyen essentiel du traitement, à savoir la durée de conservation. Sur la sécurité et la confidentialité des données, donc c'est un principe aussi qui est très ancien, qui est le fait de veiller à ce que les données ne soient pas accédées par des tiers non autorisés, qu'il n'y ait pas d'atteinte à leur disponibilité, à leur intégrité. Les nouveautés qui figurent en bleu, c'est l'obligation de réaliser une analyse d'impact sur la protection des données à partir du moment où le traitement présente un risque élevé pour la personne. Ce qu'on risque d'avoir demain avec les traitements liés à l'identité numérique, en particulier si on a l'utilisation de données biométriques ou sur le périmètre des données de santé. Donc l'obligation de réaliser cette analyse d'impact, c'est une nouveauté. La notification des violations de données, c'est en cas de violation de données d'investiguer sur l'incident de sécurité. Si des données à caractère personnel sont impactées, de notifier à la CNIL.
Malheureusement, vous avez dû peut-être le voir dans le cadre de certaines sanctions, c'est qu'il y a certaines notifications qui ont donné lieu à un contrôle de la CNIL, et du coup, elle s'est aperçue qu'il y avait des manquements aux obligations de sécurité, et elle a sanctionné. Donc on a un petit peu un double effet quand même, possiblement une double peine, si les mesures de sécurité ne sont pas prises correctement. C'est repris également dans le projet du règlement IDAS, cette nécessité de coopérer, de collaborer dans le cadre de la violation de données avec l'autorité de contrôle. Les droits, je ne reviens pas dessus dans la mesure où on a une inflation, hein, c'est à la mode, une inflation de droits. On est passé de 3 malheureux petits droits à certains droits qui sont difficiles à appliquer, hein, la limitation du traitement. Ce n'est pas forcément comme le droit à la portabilité des données, qui suppose que la personne puisse récupérer ses données, qui suppose qu'on ait un format de portabilité. J'attire juste votre attention sur la question du testament numérique. Alors, normalement, la protection des données à caractère personnel s'éteint avec le décès de la personne. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le RGPD. Nous, on est plus fort que fort, puisqu'on avait inventé le testament numérique, qui fait que la protection de données à caractère personnel perdure après le décès de la personne. Perdure de quelle manière? C'est que la personne, en réalité, son vivant, peut laisser des directives sur la consultation et la récupération de ces données dans un certain nombre de situations, notamment par exemple pour les ayants droit, sachant qu'il est prévu que la personne peut définir des directives générales, et la loi informatique et liberté, dans son article 85, dit que ces directives générales doivent être conservées par un tiers de confiance. Mais on attend le décret. Je pense qu'on peut l'attendre un petit moment quand même encore. Hein. Oui, effectivement. Parce que elle ne fait plus partie du gouvernement. Alors, vis-à-vis des clients, en fait, le prestataire de services de confiance peut avoir soit la qualité de responsable du traitement, c'est-à-dire que c'est celui qui va déterminer l'objectif du traitement, la finalité. En fait, l'objectif est intrinsèquement lié au service qui est fourni, qui va également déterminer ce qu'on appelle les moyens essentiels du traitement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a une obligation réglementaire de conserver des données, on a déjà un moyen essentiel qui permet de surqualifier, je dirais, le prestataire de services de confiance en tant que responsable de traitement. Dans tous les cas, de toute façon, dans la relation vis-à-vis de l'utilisateur, en lui faisant signer des conditions générales d'utilisation, par exemple sur la signature électronique, on a pleinement cette qualité de responsable du traitement. Le sous-traitant, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un intervenant qui n'a absolument aucune autonomie sur les données, c'est-à-dire les traitements de données. C'est-à-dire qu'en fait, il agit pour le compte et sous les instructions, c'est extrêmement important, du responsable du traitement. Cela étant, comme on le voit là, tous les prestataires ne sont pas des sous-traitants. Le prestataire de services de confiance va plus tendre à être un responsable du traitement qu'un simple sous-traitant. Les responsables conjoints, alors on a aujourd'hui en fait l'article 26 qui nous dit quand un ou plusieurs responsables de traitement décident conjointement des finalités et des moyens du traitement, ils sont responsables conjoints. Super, on nous a dit ça, on nous a rien dit quand même. Et à partir du moment où ils sont responsables conjoints, ils doivent définir leurs obligations et leurs responsabilités respectives par voie de contrat. Les points d'éclaircissement dont on dispose aujourd'hui, c'est exclusivement la jurisprudence, et on a des critères à retenir. C'est lorsque vous avez un responsable de traitement qui a ce qu'on appelle une influence de fait sur la mise en œuvre du traitement. L'influence de fait suppose que lui-même peut ne pas traiter les données, sauf qu'il influe fortement sur la mise en œuvre du traitement, et dans ce contexte-là, possiblement, on peut avoir de la responsabilité conjointe. Ce qui nous intéresse plus ici, concrètement, c'est lorsque les deux responsables de traitement vont prendre des décisions communes ou convergentes. Dans quelle mesure, à partir du moment où je vais faire appel à un prestataire de services de confiance qui lui-même est responsable de traitement, je ne m'engage pas dans une relation de responsabilité conjointe en fonction de l'aménagement de la situation. Et si c'est bien en fonction de l'aménagement de la situation, c'est que c'est une analyse qui doit être menée au cas par cas et d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire que les critères sont éminemment factuels et pas formels. Ce qui va prévaloir, c'est la réalité des traitements et pas ce qui aura été consigné dans les contrats. Voilà. Merci pour votre attention. Alors pour terminer,
Deux choses. D'abord, vous avez vu qu'on attend IDAS 2, on attend un certain nombre de choses. Ça, c'est pour la 10e édition. On fera son anniversaire de ce Vademecum. Et puis, une petite ouverture sur un projet de loi qui devrait être adopté d'ici la fin de l'année, qui concerne le financement du commerce international. C'est tout simplement ce qu'on appelle les documents transférables électroniques issus de la loi type de la CNUTSI, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, une loi type de 2017 que l'on va transposer dans notre droit français suite à la décision du G7 qui concerne les États-Unis, le Japon, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et je ne sais plus, il en reste encore, Canada, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc ces 7 États se sont engagés aujourd'hui. Un projet a été déposé en Allemagne, un projet a été déposé au Royaume-Uni. Nous avons terminé l'avant-projet pour que les ministères fassent un retour et ensuite ça sera porté devant nos assemblées françaises, Sénat et Parlement. Et on espère qu'on aura ça. Mais alors ça concerne quoi ? Eh bien tout d'abord, 4 milliards de documents par an, qui ne sont aujourd'hui que papier. 4 milliards de documents par an. Ça concerne quoi ? Les connaissements maritimes, connaissements fluviaux, les varans, les polices d'assurance à ordre, les billets à ordre, les lettres de change qui sont dans des quantités de commerce, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans des quantités de commerce. Aujourd'hui, même dans le droit national, parce qu'aujourd'hui, en droit national, vous ne dématérialisez pas les lettres de change. Avec cette loi, on va pouvoir dématérialiser les lettres de change. Donc, c'est un pan entier qui va s'ouvrir pour le prochain Vademecum, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les acteurs, c'est-à-dire vous qui êtes des acteurs de la dématérialisation, vous qui, j'espère, allez développer vos business sur d'autres domaines. Alors, je n'ai pas voulu tout traiter, mais en gros, il y a quoi ? Il y a l'équivalence fonctionnelle entre le document transférable électronique avec celui qui était papier, que vous connaissez pour certains depuis le XVe siècle, le crédit documentaire, l'encaissement documentaire, les lettres de crédit stand-by, des quantités de mécanismes qui sous-tendent le business. Eh bien, aujourd'hui, tout est en papier. Moins de 1% sont par voie électronique et dans des mondes fermés, c'est-à-dire liés par des contrats. C'est-à-dire, vous êtes dans le petit club, tout le monde a signé le même contrat, un peu comme dans l'EDI avant, pour ceux qui ont fait de l'EDI. Et donc, on a des critères. Les critères sont toujours les mêmes. Méthode fiable, c'est-à-dire des méthodes qui permettent de garder le contrôle sur le document, d'identifier le titulaire. Vous voyez que quand on dit identifier le titulaire, garder le contrôle sur le document, l'endossement se fait par une signature, on va tourner autour de la signature électronique. Tout ça va devoir être archivé. On a imposé quelque chose, c'est la neutralité technologique, très important, parce qu'on peut avoir plusieurs façons de faire de la démat de ces documents. On peut avoir d'abord un jeton qui soit lié au document unitairement, on peut avoir un registre non distribué, c'est-à-dire un grand registre vers qui on envoie des messages et on peut assurer la gestion et le transfert des documents. Et puis, in fine, le registre distribué, la blockchain. Je rappelle quand même quelque chose qui est très important, c'est que même quand on a une blockchain, la blockchain n'enregistre pas les documents. Donc on a toujours besoin d'un système d'archivage à côté. Parce que qu'est-ce qu'on va produire devant le juge ? Moi je suis avocat, donc un juriste de base. On va dû produire le document. C'est ça qui va faire foi. Ce n'est pas le hash signé dans un bloc que je vais produire. Parce que les tenants de la blockchain, j'ai rien contre eux, ils oublient que l'essentiel, c'est ce qu'on a archivé. La blockchain n'est qu'un moyen d'établir de manière chronologique, avec de la traçabilité, que le document est bon. Mais on aura toujours besoin de la signature, on aura toujours besoin de l'archivage. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs technologies et qu'on a un principe de neutralité. Mais là, ce sont des milliards de documents qui sont vierges. Ce sont des documents que l'on n'a jamais digitalisés.
Donc ça, c'est très important pour demain. Et on va avoir du travail, du pain sur la planche. Mais nous, Français, on parlait de souveraineté numérique, ce qu'a fait Anne tout à l'heure. Eh bien, la souveraineté numérique, on a intérêt d'être actif, de se bouger. Parce que si on ne veut pas rester en rade et que les Anglais, mais bon, ce ne sera pas les Anglais, même si dans les transports, ils sont très bons, mais les Américains ou d'autres ne viennent pas capter tous ces marchés et que l'on soit, nous encore, tributaires de technologies ou de registres qui seront dépendants d'autres entités, même si on pourra mettre des garde-fous en termes de confidentialité, secret, trucs, machin. Mais tout ça représente des enjeux, mais des enjeux de la digitalisation, des documents, les enjeux qu'on a essayé d'exposer dans, je ne peux plus dire ce petit bouquin, hein, puisqu'il devient lourd à porter, et des enjeux qui, je l'espère, permettront le développement du business, parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'évangéliser l'écosystème et que l'écosystème génère du business, génère du mouvement, génère de la création de valeur et génère, bien évidemment, derrière tout ça, de l'emploi pour nos jeunes, de l'emploi pour les talents, les futurs talents, d'abord dans notre pays et ensuite en Europe. En tout cas, merci beaucoup d'être venu assister à ce lancement. Le mot de la fin à notre président. Non, pas le mot de la fin. La traditionnelle session de questions, évidemment, parce que je pense que vous avez eu un échantillon du Vademecum qui vous a donné envie d'en connaître plus, hein, et de vous pencher sur leur ouvrage. Je me faisais cette réflexion tout à l'heure en me disant que finalement la digitalisation sera totale lorsque la Fédération des tiers de confiance n'imprimera plus son fascicule. Voilà. Et néanmoins, ce document sera disponible dès demain sur le site de l'FNTC. Donc vous pourriez y accéder intégralement sans avoir à vous procurer le document papier qui est très lourd. Et voilà, donc c'était un élément essentiel à vous rappeler. Des questions, je suis persuadé que vous avez beaucoup de questions à poser. Manifestement. Ah voilà, je vous donne le micro. J'ai deux questions. Une question pour M. Caprioli, maître, et une question sur le public. La première question sur le public, c'est vous avez évoqué dans votre présentation des nouvelles téléprocédures. Il y a déjà des pistes de ce que les collectivités territoriales ou même l'État va dématérialiser comme processus. Et puis la question de la démat du commerce international, c'est à quelle échéance, selon vous, ce sera votable, voire même mis en œuvre? Alors, donc en ce qui concerne en fait les téléprocédures, au niveau des collectivités territoriales, si elles sont obligatoires et imposées par un texte, forcément, on va en avoir connaissance puisqu'elles répondent à une exigence légale. En revanche, pour les autres téléprocédures, il n'y a pas forcément d'obligation. Les téléservices, elles peuvent les mettre en place si elles veulent. La seule obligation qu'elles ont, c'est qu'elles respectent les conditions qui sont posées dans le Code des relations entre le public et l'administration. Donc après, c'est du suivi. Par exemple, vous avez des collectivités qui sont particulièrement dynamiques. La ville de Rouen a mis en place un espace numérique pour les usagers. On a le département 06 qui l'a également fait. Il y a la région, alors je ne sais plus quelle région c'est, mais j'en parle dans le Vademecum, qui elle a mis en place des espaces jeunes spécifiquement pour les jeunes qui ont une carte de passe qu'elles vont utiliser parce que c'est une carte régionale. Donc on peut le décliner autant que ce qu'il y a de service public en fait. Sachant qu'il y a le téléservice. Alors le téléservice, normalement, il y a une distinction qui est faite. Le téléservice, c'est le service public qui va être rempli. La téléprocédure, c'est qu'on remplit un formulaire. Et voilà, donc là, c'est une autre façon, c'est une autre interaction, on va dire, avec l'administration, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ma question était plutôt, à l'instar de la dématérialisation de la commande publique, qui est arrivée il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez déjà des pistes de choses qui pourraient être par règlement ou par d'autres procédés juridiques imposés? Alors en fait, ça va marcher par matière, c'est-à-dire par matière, par domaine ou par service public. Par exemple, l'urbanisme, tout à l'heure je vous parlais du contrôle de légalité. Eh bien, pour l'urbanisme, maintenant, la dématérialisation de certains documents d'urbanisme a été imposée. Et
souvent, il faut le prendre plutôt comme un premier pas qui est fait, et ce qui veut dire que le reste va suivre. On l'a eu dans le cadre médico-social, par exemple. Il y a des échanges qui sont faits entre, j'utilisais tout à l'heure, les maisons du handicap et les départements. C'est une collaboration obligatoire. Pour autant, de plus en plus, il va y avoir la mise en place de dossiers qui peuvent être communs sur ces points-là, avec tous les garde-fous qu'il faut, juridiques en tout cas, sur les traitements des données, etc. Mais une liste de tout ce qui va être fait, non, ça n'existe pas. Donc, ça dépendra du domaine qui vous intéresse, dans le domaine dans lequel vous allez, vous êtes, je ne sais pas si voilà, vous avez des solutions qui sont de sécurité, d'horodatage, etc. Ben là, il faudra suivre au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire, sauf les textes qui l'imposent. Mais la commande publique, c'est un pan en soi, en fait. Donc, c'est pour ça que, en quelque sorte, le suivi était plus facile. Après, vous avez voilà, le suivi de l'urbanisme, le suivi de la santé, le suivi de l'enseignement. Mais c'est par gros blocs. On ne va pas avoir une liste totale qui pourra être faite. Bien, pour répondre à votre question, le projet de loi a été transmis, parce que le moteur, là, c'est le ministre Le Maire, c'est le ministre de l'économie, qui est très actif et qui est très volontariste et qui essaie de bouger les ministères et ses équipes. Donc ça, c'est positif. Hein. Quand il y a la volonté politique, on a de la chance. Ça devrait arriver. L'objectif pour Le Maire, c'était d'arriver avant fin juin. Je pense que là, on va être en interministériel, on a les vacances, je pense que le gouvernement a peut-être d'autres priorités, mais d'ici la fin de l'année, ça devrait être voté. La mise en œuvre, ça nécessite deux choses. D'abord, pour vous dire que dans le groupe de travail, on a impliqué les directions juridiques de la plupart des grandes banques du trade finance. La plupart, en France. Les principaux transporteurs, assureurs. Il y avait des avocats spécialisés, type moi, d'autres, hein, Dominique Douaz, et puis encore un autre, qui étaient impliqués, donc des gens qui sont dans le trade finance ou qui sont dans la technologie et qui sont impliqués dans ces questions-là. Et puis, on avait toute une série de partenaires, parce qu'on avait des groupes différents, c'est-à-dire il y avait un groupe qui était techno, c'est-à-dire de voir comment on pourrait le faire. Ça, c'est important. Parce qu'il faut faire le document, avec tout ce qui va autour, la méthode fiable pour contrôler, identifier et autres. Là, on sait qu'on va avoir de la signature, de la sursignature, on va avoir des éléments, mais il va falloir quand même les adapter. Et puis, il va falloir un registre. Alors, j'ai dit soit un registre général, soit un distribué. Mais après, on peut très bien avoir une technologie de jetons autoportants qui permettent, sur le document lui-même, d'incrémenter des signatures suite aux différents transferts. Je transfère, j'endosse, tac. Moi, je ne fais pas ça. Je fais... Bon, pardon, les vieilles habitudes, hein, pour les plus anciens, de gratter avec un crayon. Mais voilà, donc, ce que je peux vous dire, c'est que la mise en œuvre devrait quand même aller assez vite parce qu'il y a quand même des enjeux en termes de business qui sont très importants. Et les lignes asiatiques, Chine, Japon, Corée, Singapour, sont hyper actives sur le sujet. Je pense que les Américains ne seront pas inactifs puisqu'ils ont déjà les certificats d'entrepôt pour le blé, pour des quantités de choses qui sont dématérialisées. Les Japonais aussi l'ont. Il ne faut pas oublier, les Coréens ont déjà les billets à ordre et les lettres de change. Il y a aussi d'autres personnes qui ont les connaissements maritimes. Je vous rappelle qu'un connaissement maritime, c'est un document papier à la base qui incorpore un droit sur les marchandises, un droit de propriété. J'ai le morceau de papier, j'ai la cargaison. La cargaison, ça peut être un pétrolier. Hein. Donc la cargaison avec ce petit bout de papier peut représenter des millions et des millions. Donc il faut faire attention. Ce sont quand même des valeurs très importantes et qui circulent. Par exemple, un pétrolier qui part d'un point d'extraction et qui arrive à un port, il peut arriver que pendant le trajet, il y ait 30, 40 fois des transferts et des cessions. Alors c'est des quarts de point, des dixièmes de point, parce que ce sont des petites marges, mais sur des gros montants. Donc il y a des enjeux très importants, mais économiques, politiques, et véritablement, ce sont des choses dimensionnantes. Donc après la mise en œuvre, je pense qu'il ne faut pas attendre ça avant 2025. Mais c'est en partant maintenant qu'on arrivera au bon moment, en ayant les bons partenaires, en ayant
les bons appuis, y compris avec transporteurs, parce que qui émet le connaissement, ça va être des Merck, ça va être des CMA-CGM, ça va être des gens comme ça. Donc il faut les bons relais et les bons accords. Il faut les banques qui soient sur ce secteur. Voilà, donc il faut peut-être dès maintenant commencer à s'intéresser au sujet pour essayer de développer des business, parce que ce n'est pas quand on va se réveiller et c'est mis en œuvre, ça sera trop tard. Il y aura les solutions qui seront sur le marché. Donc voilà, c'est le message que je peux faire passer. Mais en tout cas, sachez que ça va exister et qu'on va avoir quelque chose de très percutant, parce que c'est un domaine complètement... C'est la terra incognita au niveau du digital, hein, et la terra incognita mondiale. Hein, donc j'ai dit, c'est des milliards de documents. Merci à vous deux. Une autre et dernière question, parce que si nous voulons profiter, je vous en prie. Merci déjà pour ces sujets compliqués, de les rendre un peu moins compliqués. Vous avez beaucoup parlé, vous insistez beaucoup sur la souveraineté numérique, donc en liaison avec le RGPD. Quelle est votre définition de la souveraineté numérique? Parce qu'on entend un peu tout, parce que même Amazon dit je peux faire de la souveraineté numérique. Donc quel est le seuil, surtout quand on parle de confiance numérique, d'identité, etc. Et puis j'avais une petite question bonus. Il y a une révolution qui est en train d'arriver, c'est ChatGPT, enfin les IA génératives. Est-ce qu'il y a une incidence? Alors je ne parle pas au sein d'un cabinet d'avocats, mais dans toute cette démat d'identité, etc., de droit, de l'information qui est générée, etc. Merci. Donc je vais commencer par la souveraineté. La souveraineté, il y a plusieurs domaines, hein. La souveraineté, on peut avoir les problématiques de cloud, les problématiques et autres. Vous avez vu que tous les Français se sont regroupés avec des Américains. Ben oui. On n'a plus les solutions qu'on avait il y a encore une dizaine d'années, où on a voulu lancer Thales, Orange, j'allais dire à l'époque c'était déjà Orange ou France Télécom, je ne sais plus. C'était déjà Orange. Bon, ben, ça a donné du jus d'orange, hein, ça n'a pas donné autre chose. Hein. Thales, ça a donné rien, et ainsi de suite. On a eu la superbe publicité avec le grand judoka à la télévision, CloudWatt. Très bien, mais plouf, zéro. Là maintenant, ils sont tous alliés, qui avec Amazon, qui avec Microsoft, et ils font des espèces de solutions qui sont cloisonnées, qui sont soi-disant souveraines. Maintenant, on verra ce que ça va donner jusqu'au prochain scandale où on nous expliquera qu'on a tout fait, mais on n'a pas réussi parce qu'en réalité, ils récupéraient toutes les datas. Bon, je ne veux pas être pessimiste, mais la souveraineté, le problème, c'est que quand vous partez trop tard, je cours 100 mètres et je pars 2 secondes après les autres, mais je suis sûr de ne pas arriver le premier. Hein. Je suis même sûr d'arriver le dernier, surtout quand on est des champions. Hein. 2 secondes, c'est énorme. Hein. Alors, nous, on est déjà mal partis. Nous, Français, nous, Européens. On est mal partis. Pour la souveraineté, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Heureusement qu'il y a des entités, qu'il y a des gens qui essaient de travailler, souvent dans les services obscurs, pour arriver. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez une société comme Google qui investit chaque année en recherche-développement plusieurs milliards de dollars, si vous voulez rivaliser avec Google, vous ne faites pas Quant. Je parle de l'association française. Hein. Vous ne faites pas Quant avec... On nous dit « Ah, c'est un scandale, ils ont englouti 50 millions d'euros. » Les autres, par an, ce sont des milliards. Comment vous voulez vous battre il faut avoir des serveurs, il faut avoir des data centers, et ils investissent ça depuis, pas 98, mais au moins depuis 20 ans. Donc comment vous voulez faire l'équivalent d'un Google? Comment vous voulez faire l'équivalent d'un Amazon? Comment vous voulez faire... Il n'y a que les Chinois qui ont pu faire des équivalents sans réciprocité, hein, parce qu'il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire qu'eux, ils interdisent chez eux un certain nombre de solutions et ils voudraient qu'on les valide.
Bon, ben là, heureusement qu'on se réveille et on dit « Ah, TikTok, on ne l'utilisera pas dans l'Union européenne. Ah, TikTok dans l'administration américaine, et ainsi de suite. » On se réveille un petit peu tard. Hein. Mais les Chinois ont réussi. Mais vous êtes effarés quand vous avez des gens qui vont en Chine. Ils vous disent « Ah, il y avait une vallée, je suis revenu 3 ans plus tard. La vallée, elle était remplie. Et chaque année, ils sortent 50 fois plus d'ingénieurs que nous, Européens. Européens, pas Français. Si c'était que les Français, ça serait pas mal. On pourrait se dire, à 27, on va rivaliser. Non, non. 50 fois plus chaque année d'ingénieurs. Comment vous voulez lutter face à ces armadas? Pour lutter, c'est du Sun Tzu. On anticipe, sauf qu'on n'a rien anticipé. Nos gouvernants des années 90, le néant. Droite-gauche, hein, tous. Hein. Nos gouvernants des années 2000, le néant. Et nos gouvernants des années maintenant, pas mieux. Donc, et puis, le problème, il est très simple. Hein. Ce sont nos têtes techno-structurées qui nous gouvernent depuis toutes ces années. Ils savent tout. Ils ont raison sur tout. Et ils nous mènent dans un mur. Et ils n'ont rien anticipé, et ils continueront à rien anticiper. Ils n'ont pas fait l'ENA et Polytechnique, hein, les Zuckerberg et tous ces gens-là, ils n'ont pas fait ça. N'empêche que ce sont des industriels, des gens qui sont partis dans des aventures et qui ont réussi leurs aventures. Ils avaient d'autres conditions, tout ce qu'on veut, ok. Mais ce n'étaient pas des super têtes qui étaient les premiers de la classe à 18 ans. C'était peut-être même pas les premiers de la classe à 18 ans. Donc il faut réfléchir sur nous, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on a fait, rien. Et tous les mots qu'on a entendus depuis le premier ministre, du moins secrétaire d'État sous Sarkozy au numérique, et puis on en a pléthore, on ne sait même plus comment il s'appelle, le nouveau. C'était pas Monsieur Q ou Monsieur Zéro, je ne sais plus. Oh, voilà. Vous voyez, on ne sait même plus quelle lettre de l'alphabet il était. Donc on ne sait plus, et il disparaîtra. Il disparaîtra comme la dame dont je parlais tout à l'heure qui a fait la fameuse loi sur une république numérique. Elle est arrivée au ministère, elle a fait la tournée des sachants pour dire « Est-ce que vous pouvez venir nous donner des idées ?» Elle ne savait même pas de quoi elle allait parler. C'est affligeant. Et vous avez des gens comme ça qui sont nommés secrétaire d'État, ministre, femme intelligente en plus, ce qui est dommage, hein, parce que intelligente, brillante. Mais c'est comme si je vous prends et je vous dis, paf, ministre de la Santé. Ben, je suis sûr que je serais très, très, très mauvais. Moi, en tout cas, hein, peut-être qu'il y en aurait d'autres qui seraient bons. Moi, je serais hyper nul. Et ainsi de suite. Je serais d'ailleurs peut-être nul dans tous les domaines. Hein, mais ce n'est pas les gens, parce qu'on vient de la société civile, qu'on fera forcément bon et meilleur que les hommes ou les femmes politiques pour qui c'est peut-être un métier, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour revenir à la souveraineté zéro, la souveraineté, on est mort. Les cartes, elles ont été battues en... Comment ? C'est un faux débat. 1993, vous avez les géniaux hommes politiques qui s'appellent Bill Clinton et Al Gore, 1993, qui lance un grand discours sur les autoroutes de l'information. Il n'y aura plus de sous-développement. Il n'y aura plus de fractures, tout le monde sera beau, tout le monde sera gentil. Ils ont fait quoi? Une superstructure, toile d'araignée qui couvre la planète et qui gouverne l'ensemble des choses et ils récupèrent toutes les datas. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Les sous-développés restent sous-développés, les moins riches restent moins riches, les plus riches restent plus riches. Je veux dire, il n'y a rien qui a changé. Ils nous ont fait ce coup monté. Ce coup monté en 93. Moi, j'étais aux Nations Unies à l'époque déjà et je les regardais. Et les Nations Unies donnaient des sous pour qu'ils fassent des rapports. À qui? McKinsey, mais ça fait des années que ça existe. C'était au cabinet d'avocats américains qui donnaient l'argent. Ils n'allaient pas donner à un cabinet du Sénégal, à un cabinet français, je nous mets au même niveau. Hein. J'ai rien contre les Sénégalais, ni contre les Français. Moi, j'ai la chance de représenter la France depuis 30 ans aux Nations Unies. Donc j'ai vu plein de choses, mais je suis très pessimiste sur ce niveau-là. Sur la souveraineté, c'est bien qu'on en parle, mais parler n'est pas agir. Et l'Union européenne...
il faut agir, mais avec des moyens ciblés. J'ai un de mes amis qui était dans une start-up et qui va à Bruxelles. Bruxelles dit, nous avons 1 milliard. Super, vous avez 1 milliard. Eh bien, on va prendre ce milliard et on va diviser en 500 sociétés sur l'ensemble et ils auront tous tant. Ça veut dire quoi? 20 millions chacune? Et vous luttez contre Google, vous luttez contre Microsoft? La prochaine capitalisation d'Apple sera, je ne sais plus combien de milliers de milliards de dollars quand ils vont lancer leur futur projet qui va dépasser ce qu'on a dans nos poches. En tout cas, moi, je fais partie des adeptes du truc, là, iPhone. Il faut saboter leur nom, hein. Nick, iPhone, il faut Google. Il faut plus dire les noms à l'américaine, il faut les dire à la française. Alors, moi, je représente la France aux Nations Unies, donc j'ai un discours très cocorico, très Union européenne. Mais bon, moi, ce sont mes couleurs, hein. J'ai un drapeau avec des étoiles et j'ai un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est tout ce que j'ai à défendre. Le reste ne m'intéresse pas. Digital, on pourrait. Et votre deuxième question... Mais bon, malheureusement, c'est le réductionnisme, le 0 et le 1, qui nous réduisent à ça, hein. On est l'homme numérique, c'est quoi? C'est une série de 0 et de 1. Bon, c'est quand même terrible. Alors que j'espère que vous tous ici avez des personnalités riches, individualisées et différentes du voisin, de la voisine, et qu'on a tous notre richesse personnelle. Je ne me rappelle plus la deuxième question, il y avait souveraineté. Et ChatGPT, on travaille aujourd'hui dans plusieurs directions, dans plusieurs institutions. J'étais la semaine dernière aux Nations Unies, on travaille sur les contrats en matière d'IA. L'automatisation des contrats en ayant l'IA comme objet et l'IA comme moyen de développer l'automatisation des contrats. C'est pas mal d'avancer sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins 3 strates dans l'IA et l'IA profonde n'existe pas. Et on nous la donne pour 5, 10, 50 ans. Il y a une vraie IA qui soit autonome de l'homme. ChatGPT, c'est bien, mais ChatGPT, ce n'est que l'assemblage d'un ensemble de données paramétrées, hein, parce que c'est tout le secret dans l'IA, c'est le paramétrage, hein. S'il n'y a pas de paramétrage, ou si je paramètre différemment, on aura des résultats différents. Donc celui qui maîtrise le paramétrage, c'est celui qui maîtrise les résultats de la machine. Et il faut savoir qu'on a ces 2 premiers niveaux, un niveau qui est basique, un niveau qui est incrémenté par l'enrichissement de ce qu'on appelle je ne sais plus comment on dit, la connaissance en français. Voilà, l'apprentissage qui vient incrémenter et enrichir. Et puis le niveau le plus élevé dont on nous parle tout le temps, c'est le niveau décisionnel autonome. C'est-à-dire que là, on peut s'inquiéter si la machine ne va pas nous remplacer. Mais là, on n'y est pas encore. Donc, comment traiter? Parce que le problème, c'est qu'on essaie de traiter les 3 niveaux alors qu'on ne connaît que 2 niveaux. Et donc, comment traiter le 3e niveau? Moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on travaille sur les questions de données personnelles au Conseil de l'Europe. On travaille sur des questions de contrats avec l'IA ou sur l'IA aux Nations Unies, à la CNUTSI, où je suis. On travaille au niveau de l'Union européenne sur la responsabilité du fait des produits, ça avance. Sur la responsabilité en matière d'IA. Et puis, sur le 3e sujet, c'est la proposition de règlement pour classifier par risque potentiel. C'est une proposition d'IA. Voilà, on travaille sur tous ces sujets. On essaie d'avancer. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas ça. L'Union européenne, sur les 12 derniers mois, a sorti 12 textes qui touchent à la sécurité, cyber-résilience, DORA, Nice, on n'a pas mis en place encore Nice 1, qu'on est déjà sur Nice 2, et ainsi de suite. Mais DSA, DMA, Digital Governance Act, je ne sais pas si vous avez suivi, nous on les a énumérés. On n'a pas fini quelque chose que déjà on pense au travail de demain. Jacques Chirac
à la télévision quand il s'ennuyait pour son prochain mandat quand Jospin était au gouvernement. Voilà, j'ai l'impression de ça. Et l'Union européenne fait ça. Donc on fait du millefeuille, pas forcément cohérent parce que ce n'est pas les mêmes directions générales. Et puis après, vous avez des trucs français comme Anne ou d'autres l'ont dit tout à l'heure, Anne ou Pascal ou Isabelle. On a des espèces d'excroissances françaises qui viennent encore complexifier le truc. Mais pourquoi est-ce qu'on marche sur la tête? Le droit, plus il est compliqué, plus on met de mots, et plus c'est difficile, et plus ça donne la prise aux magistrats pour interpréter. Donc, peu de mots, simplifions et faisons étape par étape. Quand on a fini quelque chose, on peut passer. On parle déjà de modifier et compléter le RGPD. Et le RGPD s'applique aussi bien à la grande multinationale qu'à une petite société qui a 1, 2, 5, 10, 15 personnes, 50 personnes. Comment ? Ben, il s'applique mal, malheureusement, mais d'accord. Mais ça s'applique à tous de la même manière. Là, je crois que l'Union européenne, avec le DSA, a compris qu'il y avait des niveaux. Et ils ont fait des niveaux. Mais bon, je pense que les choses ne sont pas forcément faites de manière intelligente, ni au niveau national, ni au niveau de l'Union européenne. Mais bon. Merci, grand merci pour ce moment d'optimisme partagé. Mais bon, je suis convaincu que de toute façon, tout ce qu'il a dit, vous le pressentiez déjà, donc voilà, ça n'est pas une surprise. Je vous invite, d'abord, je voudrais avant tout remercier les associés du cabinet Caprioli, à commencer par Maître Éric Caprioli. Ils ont été brillants, comme d'habitude, encore une fois. Ça n'est qu'un échantillon de ce que vous allez retrouver dans le guide, et ça vous donnera évidemment d'y goûter et de vous y plonger. Je vous invite évidemment à partager un moment de convivialité et surtout aussi partager la vue. N'hésitez pas à partager également la terrasse, vous pouvez y accéder par les portes, sachant que le côté le plus venteux se trouve côté Tour Eiffel, vous serez à l'abri du de ce côté-ci. Voilà. Merci encore à tous pour votre participation ce soir à cette manifestation. Au revoir.